L'histoire débute par une narration sur cet étrange pouvoir qui réside sur la planète, connu sous le nom de pouvoir astral, partagé par deux personnages. Ce pouvoir astral était jugé bien trop puissant pour les gens ordinaires, donc quiconque le possédait était craint, étiqueté comme sorcière ou mage, et faisait face à l'oppression des habitants de l'Empire. L'Empire est comme un paradis, situé juste à côté de la patrie des sorcières innocentes, la souveraineté de Nebulus. Le chemin qui liait ces deux nations était un cycle de guerre sans fin. Les deux personnages décident de mettre un terme au combat et de créer un monde sans persécution. Ainsi, le mouvement qui pourrait tout changer commence. Ensuite, nous revenons sur un événement qui s'est déroulé dans l'Empire un an plus tôt. Un disciple saint nommé Iska fait évader une sorcière de prison, la prenant totalement au dépourvu. Il lui donne de l'argent et des provisions pour qu'elle tienne un peu. Un an plus tard, Iska est libéré de prison par les 8 grands apôtres. L'un des apôtres lui dit qu'il est le plus jeune de l'histoire à obtenir le titre de disciple saint, mais qu'il a été rétrogradé il y a 1 an et emprisonné après avoir aidé cette sorcière à s'échapper. Le type souligne que son action était un crime grave, puisque leur nation est en guerre avec les sorcières depuis un siècle, mais qu'il a l'occasion de réparer les choses. On lui confie la mission d'éliminer la plus puissante sorcière de la calamité de glace de race pure, une descendante directe de la grande sorcière Nebulus. L'apôtre lui rappelle que la grande sorcière a transformé leur empire en un chaos ardent, et que ses descendants, les sangs purs, possèdent des pouvoirs astraux démesurés. Iska rassemble une équipe pour sa mission et demande 3 membres. Un jeune homme nommé Jin passe par un restaurant pour rencontrer une serveuse, Nen. Il lui annonce la libération d'Iska et lui fait savoir qu'il part en mission avec lui à minuit. Nen est confuse par cette nouvelle et pose un tas de questions inachevées. Pendant ce temps, Iska est à leur point de rendez-vous, contemplant les étoiles et réalisant qu'un an s'est écoulé depuis qu'il a vu ce spectacle. Jin s'approche et Iska le remercie d'avoir contacté les autres, mais Jin minimise, disant qu'il est habitué au plan de dernière minute d'Iska. Nen arrive en trombe et serre Iska dans ses bras, célébrant sa libération. Elle aperçoit leur capitaine, mais trébuche en s'approchant. La capitaine est toute excitée en parlant d'eux, et est super heureuse car son équipe, la Défense spéciale pour l'humanité, 3e division, unité N-Sept, est de nouveau réunie pour la première fois depuis 1 an. Nen demande en quoi consiste leur mission, et Jin les informe. Iska dit à la capitaine que sa libération était liée à la mission. Elle mentionne que les apôtres l'ont piégée, puisque la sorcière de la calamité de glace a été désignée comme la mage astrale la plus puissante. Après avoir percé la ligne de front nord à Yubel et s'être échappée sans une égratignure, Jin est d'accord, mais ajoute qu'elle ne connaît pas la force d'Iska. Nen le soutient, disant qu'Iska a été enfermé juste après être devenu un disciple saint, donc leurs gardes seront baissés. La capitaine demande si Iska est vraiment prêt pour la mission, et Iska répond oui. C'est sa chance de mettre fin à la guerre inutile entre l'Empire et la souveraineté de Nebulus. Iska et la capitaine se tiennent devant un réacteur d'armes massif. Elle confirme qu'il est flambant neuf, mais que seules quelques troupes y sont stationnées. Nen intervient avec enthousiasme, les interrompant. Elle mentionne qu'elle a vu l'officier commandant, qui a dit que le réacteur n'était pas encore terminé, car les mages astraux ont lancé une tonne d'attaques dernièrement. La plupart de leurs hommes sont occupés à défendre le front au lieu de terminer le réacteur. Nen détaille le fonctionnement du réacteur de son point de vue d'ingénieur. Puis Jin entre et la coupe, expliquant que ce problème dure depuis un siècle. Chaque fois que l'Empire construit un réacteur, la souveraineté frappe pour le faire exploser, ce qui pousse l'empereur à construire toujours plus d'armes. Il ajoute que les raisons pour lesquelles la guerre s'éternise sont désormais chargées d'émotions. Et la logique ne le résoudra pas à moins que quelqu'un n'intervienne pour y mettre fin, indépendamment de la haine qu'il pourrait affronter. Il traverse les bois quand des mages astraux les attaquent soudainement. Jin dit à tout le monde de sauter et la voiture se retourne. Il pense qu'il y a un puissant mage astral dans les parages qui a dépassé leur défense de première ligne. Nen reçoit un message indiquant que l'équipe de communication des forces de Nelka a besoin de renforts. Jin dit qu'ils ne peuvent pas perdre de temps car ils ont une attaque surprise en préparation. Soudain, des mages astraux déchaînent des flammes sur Jin, mais Iska intervient pour le sauver, traversant les flammes, ce qui surprend les mages. Jin leur tire dessus mais ils contiennent ses balles, et il reconnaît leur magie comme un pouvoir astral allé. D'autres mages surgissent du sous-sol, et Jin réalise qu'ils se sont enfouis, donc il n'y a aucun moyen de les détecter en surface. Iska mentionne que le sort qu'il lance est à grande échelle, ce qui signifie qu'un puissant mage astral tire les ficelles. Leur capitaine se demande pourquoi ils sont si calmes face à tout cela, et Jin explique qu'il s'y attendait. Il demande à Iska s'il peut tous les éliminer, mais Iska dit que ce sera difficile tant qu'il n'aura pas retrouvé son instinct. Iska demande l'aide de Nene, elle déclenche ses fusées éclairantes anti-pouvoir astral, provoquant une grande explosion. Iska traverse toutes leurs attaques, faisant douter un mage de sa propre force, tandis que Jin abat ses cibles. Soudain, le sol tremble et un golem se lève. Une jeune femme en tenue de soubrette les félicite d'être une escouade ordinaire, mais ils ont éliminé son unité avant qu'elle n'arrive. Elle ordonne au golem d'attaquer, mais Iska les protège et dit à la capitaine de prendre Jin et Nen et de partir pendant qu'ils s'en occupent. Iska traverse l'attaque du golem, et la dame demande s'il est un disciple saint. Iska dit qu'il ne répondra pas à moins qu'elle ne lui dise où se trouve la sorcière de la calamité de glace, mais elle refuse. Ils commencent à se battre, et Iska parvient à la maîtriser.
La sorcière de la calamité de glace arrive et gèle tout autour d'eux. Elle vérifie si Rin va bien et la remercie d'avoir retenu Iska. Iska réalise qu'elle avait gelé le réacteur, ce qui était son plan depuis le début. Il lui dit qu'il est là pour la capturer. Elle lui demande s'il sait à qui il a affaire et le prévient d'abandonner, ou il ressentira une douleur glaciale pire que la mort. Il se présente et la sorcière attaque. Ils s'affrontent, Iska brisant ses défenses. Il utilise le pouvoir astral pour éveiller ses épées astrales, et Alice recule, surprenant Rin. Elle dit à Iska de battre en retraite, mais il refuse et insiste pour qu'elle le fasse. Alice, la sorcière de glace, déclare qu'elle ne reculera pas tant qu'elle n'aura pas vaincu l'Empire et uni le monde. Alors qu'elle continue de parler, elle glisse sur la montagne et manque de tomber, mais Iska se précipite pour la rattraper. Il vérifie si elle va bien, et elle dit que oui. Alors qu'ils se regardent dans les yeux, Alice revient à la réalité et saute de ses bras quand ils entendent ses coéquipiers l'appeler. Elle dit à Rin de reculer, et un oiseau géant apparaît. Avant de partir, elle dit à Iska qu'il ne l'attrapera pas la prochaine fois. La capitaine et Nen courent le serrer dans leurs bras, lui demandant s'il va bien, tandis que Jin confirme que les rumeurs selon lesquelles Alice est une mage astrale incroyable sont vraies. Il ajoute que la glace a réussi à atteindre le rendez-vous sur les lignes de front. Plus tard, Alice se baigne dans une baignoire, pensant à sa rencontre avec Iska. Elle se lève pendant que Rin l'habille, décidant qu'elle a besoin d'une distraction. Elle suggère un voyage à l'opéra. À l'opéra, Alice s'émeut de l'histoire et trempe son mouchoir. Un étranger lui en offre un autre et elle le remercie. Après le spectacle, elle propose de le rembourser. Mais il dit que ce n'était qu'un mouchoir bon marché. Quand les lumières du théâtre s'allumant, Alice réalise que l'étranger est Iska. Ils se regardent tous les deux sous le choc. L'épisode débute avec Iska se reposant dans sa chambre, se tournant et se retournant dans son lit. Incapable de trouver le sommeil après sa rencontre avec Alice, il se confie à sa capitaine à propos de sa nuit blanche et elle lui suggère de prendre l'air, pensant que toute cette affaire l'a mentalement ébranlé. Elle l'emmène chez elle, un endroit rempli d'un tas d'animaux en peluche, et lui dit que rester enfermé ne lui fera aucun bien. Alors elle lui remet un billet pour un spectacle d'opéra annuel qui se déroule dans la cité neutre, et insiste pour qu'il y aille le lendemain. Le lendemain, Nen conduit Iska au spectacle. En chemin, Iska rêve de leur maître lui donnant les épées astrales et le prévenant de ne jamais les laisser partir, car elles sont leur meilleure chance de sauver le monde. Nen le sort de sa rêverie quand ils arrivent à la cité neutre, et il lui raconte son rêve sur le maître et une séance d'entraînement intense avec Jin. Au théâtre, Iska se retrouve derrière une dame les yeux larmoyants, ce qui lui rend difficile de se concentrer. Il l'écoute parler et lui offre son mouchoir quand elle en a besoin. Après le spectacle, elle suggère de le rembourser pour le mouchoir. Mais quand les lumières s'allumant, il réalise que la dame est Alice. Elle l'affronte avec colère, l'accusant de l'avoir suivi au spectacle et tente de faire une scène, mais Rin intervient pour la calmer car se battre est interdit dans la cité neutre. Alice admet que le poursuivre ferait que tout le monde se retournerait contre elle, ce qui serait un désastre. Elle continue de lancer des piques verbales à Iska, mais Rin lui dit de se calmer. Alice décide de reculer, faisant une petite révérence à Iska en partant, juste par habitude. Devant le théâtre, Alice se plaint de leur rencontre, se demandant s'il les avait réellement traqués. Rin la rassure en disant qu'il n'a pas quitté la salle après elle. Puis elle suggère d'aller manger un morceau dans un restaurant de pâtes populaires. Quand elles arrivent, la serveuse leur annonce qu'ils sont complets. Alice demande si elles peuvent partager une table et la serveuse accepte. Elles se retrouvent à la même table et devinez qui entre. C'est Iska, celui qui a fait la réservation. Rin l'accuse de les avoir piégés, mais Iska insiste sur le fait qu'il ne fait que suivre les règles. Alice réalise qu'il a raison, mais dit à Rin de rester sur ses gardes. Iska s'assit et ils consultent le menu ensemble. Ils commandent presque les mêmes plats et la serveuse plaisante sur leur synchronisation, mais ils haussent les épaules. Alors qu'ils dégustent leur nourriture, ils se retrouvent à discuter joyeusement de leurs pâtes préférées, réalisant que leurs goûts correspondent. Rin ramène Alice à son repas et elles s'excusent toutes les deux d'avoir été distraites. Plus tard cette nuit-là, Rin dit à Alice de garder leur rencontre avec Iska secrète, car même si les choses ne se sont pas envenimées, il reste techniquement l'ennemi. Alice s'agace, reprochant à Rin de l'avoir fait équipe avec Iska, surtout après avoir été en désaccord sur leur choix de pâtes. Cette nuit-là, Iska et Alice se tournent et se retournent, luttant pour dormir. Finalement, Iska s'endort, rêvant d'un monstre dans l'avion où il se trouve. Il passe à l'action mais est retenu par de la magie de glace. Se retournant, il voit Alice juste derrière lui, et il se réveille en sursaut. Iska et son équipe s'entraînent sur un terrain. MLM leur capitaine, se sent déshydraté, mais Jin, étant son moi agaçant habituel, lui dit de tenir bon avec l'eau. De nulle part, quelqu'un la pousse par derrière, et il s'avère que c'est Rissia, la conseillère spéciale du QG de l'humanité. Rissia annonce que l'unité de MLM sera sous son commandement pour la prochaine mission. MLM le craint que les stratégies de Rissia ne soient trop compliquées puisqu'elle est super intelligente. Rissia la rassure, disant qu'elle gère car elle a examiné leur rapport et que tout le monde a de bons instincts. Elle discute de leurs intérêts, puis Rissia aborde les problèmes de sommeil d'Iska. Elle lui remet un billet pour l'exposition d'art de Viblanc Sally. Alice passe par la salle de magie de sa mère et partage sa rencontre avec Iska, le soldat de l'armée impériale qui est aussi fort que les disciples saints. Sa mère explique que les disciples saints protègent l'empereur et sont les plus forts de l'Empire, ce qui signifie que si Iska peut rivaliser avec eux, il y a une connexion plus profonde qui se produit.
Elle leur dit de lever les yeux, expliquant que la fondatrice a combattu contre des dizaines de milliers de soldats de l'armée impériale il y a environ 100 ans. Elle ajoute que la fondatrice est toujours en vie et avait une sœur jumelle plus jeune, Nebulus Ier, qui a initié leur lignée royale. L'Empire ne connaissait pas la jumelle, alors ils ont célébré la mort de Nebulus Ier, connue sous le nom de Grande Sorcière. Elle mentionne que le lien avec la fondatrice s'affaiblit, et ils ont remarqué ce changement pendant Mel-El, le combat de Mel-El avec Iska dans la forêt de Nelka. Alice demande ce que cela signifie, et la reine poursuit en disant que le pouvoir astral réagit lorsque son hôte est en danger. Elle demande si Alice a une idée de ce qui pourrait causer cela, et Alice se souvient du pouvoir astral qu'Iska a utilisé. La reine note qu'il y a encore beaucoup de mystères avec le pouvoir astral des fondateurs, et fera en sorte que l'institution l'examine. Elle dit à Alice de rester en dehors du champ de bataille jusqu'à ce qu'il puisse confirmer l'identité d'Iska. Alice dit à Rin qu'elle a du mal à dormir, donc elle a besoin de changer d'air. Rin demande si elle veut retourner à la cité neutre, mais Alice dit qu'elle évite l'opéra pour ne pas croiser Iska. Quand Alice arrive en ville, elle aperçoit Iska à nouveau. Elle réalise qu'ils vont tous les deux à la même exposition d'art et se sent déçue. Alice se défoule un peu, mais Iska suggère qu'ils visitent le musée ensemble. Elle est presque d'accord, mais se souvient alors de leurs ennemis et décide de se séparer. Elle finit par se perdre et appelle Rin. Finalement, Alice trouve son chemin vers le centre-ville, où Iska l'appelle. Il la convainc d'aller au musée avec lui, et elle accepte finalement. Au musée, elle demande à Iska pourquoi il aime un certain peintre. Iska analyse l'œuvre d'art, expliquant le concept et ce qui retient son intérêt. Elle dit qu'elle ressent la même chose. Un peu plus tard, Alice lui offre un verre pour le remercier de lui avoir fait visiter. Car elle ne veut rien lui devoir, Iska essaie de refuser, mais elle insiste. Alice confirme qu'elle est plus âgée que lui après lui avoir demandé son âge. Après un moment, Iska s'assoupit et s'appuie sur son épaule. Alice lui rappelle maladroitement qu'ils sont ennemis et qu'elle pourrait l'attaquer pendant qu'il est inconscient. Mismus se plaint de la grande pile de choses envoyées par Rissia. Rissia se connecte à un appel vidéo et taquine Mismus à ce sujet. Elle dit à Iska de passer au Sénat impérial. Quand Iska se tient devant les hauts fonctionnaires, il le félicite d'avoir tenu bon pour protéger le réacteur, mais l'apôtre lui dit que sa mission était d'arrêter la sorcière de la calamité de glace, ce qu'il a fait. Grâce à ses compétences, l'Empire a maintenant le pouvoir de riposter contre elle, et le simple fait d'avoir cette connaissance est une victoire militaire majeure pour eux, rendant son retour en tant que disciple saint une possibilité. L'apôtre note qu'il comprenne sa volonté de maintenir la paix, et qu'il pourra rencontrer son excellence s'il devient un disciple saint. Cependant, il est toujours considéré comme un criminel dans l'Empire, donc il y a une nouvelle exigence pour capturer la sorcière de la calamité de glace. Iska regarde fixement, choqué par cette nouvelle demande. Plus tard cette nuit-là, il appelle MLML pour lui demander s'il peut sécher l'entraînement du lendemain, car il veut parler à quelqu'un dans la cité neutre. Après quelques allers-retours, MLML accepte mais dit qu'elle l'accompagne. Alice repense à ces moments avec Iska, quand Rin fait irruption et interrompt ses pensées. Rin lui remet un rapport sur Iska, révélant son identité de disciple saint et sa rétrogradation pour avoir sauvé une mage astrale. Alice est perplexe quant à la raison pour laquelle il l'a attaquée et ordonne à Rin d'enquêter sur la mage qui l'a sauvée. Juste à ce moment-là, sa mère entre et remarque l'intérêt d'Alice pour le soldat ennemi. Elle lui rappelle que l'Empire est leur ennemi, plein de haine, les persécutant toujours et les appelant sorcières. Elle mentionne tous les mages astraux qui ont été victimes de leur chasse aux sorcières et dit que vaincre l'Empire est ce que tous les mages astraux veulent vraiment. Elle conseille à Alice de prendre quelques affaires de l'Empire en quittant la pièce. Alice appelle Rin, lui demandant de se préparer pour un voyage à la cité neutre le lendemain. Rin demande prudemment ce qu'elles feront si elles croisent Iska, et Alice répond que c'est exactement ce qu'elle espère, car elle veut découvrir ses véritables motivations elle-même. MLML conduit Iska à la cité neutre, et pendant qu'ils sont en chemin, elle demande qui il va rencontrer, mais Iska dit qu'il n'a pas de plan, espérant la trouver purement à l'instinct. Il demande à MLML de se garer à l'entrée de la ville, et ils entrent à pied. Ils atteignent leur lieu de rencontre habituel, la fontaine, et Iska aperçoit Alice avec sa femme de chambre, Rin. Alice confirme qu'ils ont vraiment une connexion. Elle demande qui est MLML et Iska lui dit qu'elle est la capitaine de son escouade. MLML se demande discrètement qui est la jolie fille et Alice se présente comme Alice Lislou Nebula du Nymphe, la tristement célèbre sorcière de la calamité de glace. MLML panique quand elle réalise qui est Alice et Alice suggère qu'elles aillent parler dehors. Elles se tiennent près d'une falaise et Alice se demande pourquoi les deux nations se haïssent, surtout avec des villes paisibles comme la cité neutre aux alentours. Elle demande à Iska pourquoi il a sauvé la mage astrale il y a 1 an, et il explique qu'elle n'était qu'une petite fille avec un faible pouvoir astral, mais l'Empire était tellement concentré sur la capture des mages astraux qu'ils n'ont pas vu la situation dans son ensemble. Il l'a sauvée parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Alice souligne que ressentir de la pitié pour une mage astrale va à l'encontre de son plan de l'éliminer dans la forêt de Nelka. Iska reste silencieux un instant, et Rin le pousse du coude, lui demandant s'il a perdu sa voix. Iska leur dit que ses raisons ont en fait du sens, car ses objectifs d'il y a 1 an sont toujours les mêmes aujourd'hui. Alice demande quels sont ses objectifs, et il explique qu'il veut un accord de paix pour mettre fin à la guerre,
Mais ni l'Empire ni la souveraineté de Nebulus ne se soucient de ce qu'il a à dire. Il a pensé que s'il prenait un royal de Nebulus en otage, cela secouerait la souveraineté et inquiéterait les gens, les poussant vers des négociations. Alice rejette son plan, disant que sa mère ne s'en soucierait pas si elle était prise en otage. Elle ajoute que la paix n'est qu'une fantaisie, car beaucoup de gens haïssent l'Empire, donc il n'y a aucun moyen de négocier. Alice mentionne qu'elle n'aurait jamais cru que quelqu'un de l'Empire voulait réellement mettre fin à la guerre, et elle lui dit de la servir. Rin est immédiatement en désaccord, disant que les dames du palais et sa majesté n'accepteraient pas cela, mais Alice insiste sur le fait qu'elles s'en occuperont le moment venu. Elle promet à Iska une place solide, mais il devrait quitter l'Empire. Juste à ce moment-là, le ciel gronde et Alice se demande ce qui se passe. Rin n'a aucune idée, disant que même ses pouvoirs astraux sont effrayés, tandis que Iska dit à Miss Mus de reculer. À la surprise générale, la fondatrice apparaît à travers le ciel fissuré, reconnaissant les épées astrales qu'Iska possède. Miss Mus panique quand Alice l'appelle la fondatrice, et Iska confirme que la grande sorcière Nebulus est toujours en vie. Miss Mus se tourne vers Alice, disant que ce n'est pas juste car elles ne sont que deux, mais Alice lui dit qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. La fondatrice les identifie comme des citoyens de l'Empire et les frappe avec colère, affirmant qu'ils ont ruiné la planète. La mère d'Alice, la reine, entre dans une pièce secrète et réalise que le lien des fondateurs est brisé. Elle pense que c'est un rêve devenu réalité car, avec ses pouvoirs, la défaite de l'Empire est à portée de main. Iska se demande pourquoi la fondatrice attaquerait sa descendante, et Alice explique que ce sont ses pouvoirs astro en mode défense, mais elle ne sait pas ce qui l'a déclenché. Alice trouve la situation tellement frustrante parce qu'elle voulait résoudre les choses sans aucune interruption, mais bien sûr, la stupide fondatrice décide de gâcher la fête. Alice supplie la fondatrice d'arrêter l'attaque, mais la fondatrice s'en prend à elle pour s'être alliée à l'Empire en tant que mage astral, disant qu'elle doit être anéantie. Rin se précipite pour la protéger et finit par s'effondrer sous l'explosion. Alice commence à pleurer, à bout de souffle, mais Iska la calme et lui dit d'utiliser ses pouvoirs astro de glace pour geler son corps pendant qu'il demande à MLM Lezel de l'emmener chez un spécialiste des blessures astrales. Alice et Rin acceptent de mettre leurs différends de côté pour s'allier contre la fondatrice, qui les attaque sans pitié. Elles parviennent à bloquer certaines de ses attaques, tandis qu'Alice est presque projetée par d'autres. Iska intervient pour la sauver et ensemble, ils réussissent à vaincre la fondatrice. Alice crée des marches et des boucliers de glace pour Iska, pendant qu'il porte le coup final pour lui couper les ailes, la renvoyant ainsi dans son sommeil. Après le combat, Iska refuse l'offre d'Alice de travailler avec elle, affirmant qu'ils sont de nouveaux ennemis. Il suggère de maintenir leur trêve pour la journée, car il est épuisé par la bataille, et Alice accepte. L'équipe de Melmis se rend au casino pour s'amuser au jeu de cartes. Iska enchaîne les défaites, et il commence à penser que les machines sont truquées. Alors Miss s'empresse d'en trouver une autre. Ils essaient de l'arrêter, mais elle n'en veut pas, et Nen se demande ce qu'ils font même dans un casino. Quand Melmis arrive, elle leur dit que Rissia l'a mise au courant il y a 2 semaines de leurs dernières vacances avant leur prochaine mission. Elle est aux commandes, et l'entraînement débute le mois prochain. Nen est surprise et se demande si la mission sera super dangereuse, d'où la nécessité d'une escapade sans regret. Iska demande de quoi il s'agit et Miss Mus répond que Rissia leur réserve une surprise pour la semaine prochaine. Jin essaie de calmer tout le monde, disant qu'ils iront quand ce sera leur tour, que la mission soit intense ou non, mais Melmis rétorque que ces mots sont loin d'être réconfortants. Iska demande pourquoi Melmis a choisi un casino pour leurs vacances, et elle répond qu'elle compte gagner assez d'argent pour acheter un char Merkava, le dernier modèle de char de combat, afin qu'il puisse s'échapper en toute sécurité si les choses tournent mal. Nen la félicite pour ses idées folles, et Jin la complimente de ne pas les avoir juste amenées pour le plaisir. Alice et Rin arrivent au casino, mais Alice insiste sur le fait qu'elle n'aime pas les jeux de hasard. Rin lui demande si elle compte retourner à Neutral City pour revoir ce soldat impérial. Alice hausse les épaules, disant que ça ne la dérangerait pas, car elle le provoquera la prochaine fois. Rin la repousse, disant qu'elle pourra le défier sur le champ de bataille. Alors qu'elle passe devant Iska et Melmis, Rin entraîne Alice vers une machine à sous, la convainquant de tenter sa chance, affirmant que l'esprit de la victoire sera de son côté. Alice se met dans l'ambiance de la victoire et commence à chercher un jour de chance pour son combat avec Iska, mais Rin la ramène à la réalité pour qu'elle se concentre sur le jeu. Soudainement, Alice décroche le jackpot et les pièces commencent à déferler. Rin se précipite pour chercher un membre du personnel alors que les gens s'attroupent autour d'Alice. Nen arrive, la félicite pour sa victoire et plaisante en disant qu'il pourrait carrément acheter un char à leur capitaine avec toutes ses pièces. Alice lui offre un seau de pièces, disant qu'elle n'en a pas besoin. Nini la remercie et file retrouver leurs coéquipiers qui ont tout perdu. Iska commande sa générosité, tandis que Miss devine qu'elle doit être une sorte de mania du pétrole. Nini n'est pas d'accord et appelle Alice en photo, mais il pense que ce ne peut pas être elle. En chemin, Alice s'arrête chez une diseuse de bonne aventure. Elle l'interroge sur son destin avec Iska et sur le moment où ils se reverront. La diseuse sort 2 cartes et dit que l'homme qu'elle cherche est tout prêt. Elle ajoute qu'ils partagent un lien fort qui ne peut être brisé. Alice sort et dit à Rin que la diseuse de bonne aventure a raconté des choses intéressantes mais sans donner de réponse précise. Alors qu'elle s'éloigne, Iska les suit avec son équipe. Il rend visite à la même diseuse et demande la même lecture. Elle tire la même paire de cartes et lui donne la même réponse qu'à Alice. Risha est appelé par les grands apôtres qui la remercient d'être venue.
L'un d'eux lui demande si elle connaît le vortex, ce à quoi elle confirme qu'ils ont l'unité sans nom dessus comme l'a rapporté l'installation d'observation. L'apôtre lui dit qu'ils ont besoin de plus de renforts et pense qu'Iska, le successeur du gladiateur d'acier noir Crosswile, serait parfait pour le poste. Rizia réalise qu'ils veulent qu'elle envoie l'équipe de ML Miss au vortex, mentionnant qu'ils le demandent parce qu'ils connaissent son amitié, ce qui signifie qu'elle jouera le rôle de la méchante pour rien. L'apôtre lui rappelle qu'elle a gravi les échelons en écartant ses collègues et ses supérieurs, donc ça devrait être un jeu d'enfant. Elle cède à leurs exigences, disant qu'elle le fera juste cette fois-ci. Rishi appelle l'équipe de ML Miss en visioconférence tôt le matin pendant qu'ils sont assis, leur disant de laisser tomber ce qu'ils lisent car elle a une nouvelle mission pour eux. Elle explique qu'ils doivent fermer un autre vortex en formation, similaire à celui créé par une déferlante d'énergie astrale lors de l'affrontement entre démons et sorcières il y a 100 ans. Elle ajoute que le vortex a invoqué la grande sorcière Nebulus, et qu'une sorcière plus puissante pourrait émerger si la souveraineté s'implique. Elle leur souhaite bonne chance et raccroche. Alice fixe le mouchoir d'Iska, réalisant qu'elle a oublié de le lui rendre. Juste à ce moment-là, Rin entre et dit à Alice qu'elle a reçu un message de sa sœur Sisbel concernant une perturbation d'énergie astrale, qui pourrait être un vortex repéré au Canyon Muter, au sud-ouest de la souveraineté. Elle mentionne que l'Empire y a envoyé des troupes. Alice se demande pourquoi elle n'a pas été informée, et Rin dit que la famille Zoa retarde délibérément son rapport à la reine. Alice se demande pourquoi les familles Liu, Zoa et Hydra se disputent toujours, bien qu'elles soient toutes royales. Elle pense que les Zoa veulent garder le vortex pour eux, alors Alice décide d'aller voir. Quand elles arrivent au manoir, Alice se plaint de l'accueil glacial. Le seigneur masqué de la maison apparaît derrière elle, mais Rin le sent, et il loue ses instincts aiguisés. Alice demande pourquoi il ne signale pas le vortex, et le seigneur masqué explique qu'il n'y a aucune preuve que ce soit un vortex, juste une fluctuation dans le mania. Il dit que la famille Zoa vient de partir pour rapporter leur découverte, car ils ont mis du temps à mettre leurs papiers en ordre. Alice s'en va, qualifiant cela de perte de temps. Pendant ce temps, Iska et Melmis discutent de leur rencontre avec la sorcière au camp. Melmis aperçoit son ancienne collègue Noro, et elle se serre joyeusement dans les bras. Elle présente Noro à son équipe, le commandant sans nom, un disciple saint des 8 apôtres, énonce les règles, et ils reçoivent leurs ordres de commencer la recherche. L'équipe de Mismus commence sa recherche, mais ne trouve rien. Elle reçoit un appel de Noro, l'informant que 3 unités ont disparu pendant la recherche. Mismus leur dit de retourner à la base car ils pourraient avoir de nouveaux ordres. Mais le commandant insiste pour qu'ils continuent à chercher le vortex, disant qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer une équipe de sauvetage pour seulement 3 unités sur 32. Jin et les autres critiquent le choix du commandant d'abandonner les autres équipes. Décidant de le confronter, Iska se dirige vers le bureau du commandant. Le commandant le reconnaît comme le traître de l'Empire. Iska demande s'il peut poser une question, mais le commandant le rejette, disant qu'il doit avoir le bon rang pour lui parler. Miss entre de manière inattendue et propose de parler au nom d'Iska en tant que capitaine. Elle demande pourquoi il n'envoie pas d'équipe de sauvetage pour les soldats disparus. Iska partage leur expérience avec les autres membres de l'unité, concluant que le commandant n'a pas dit un mot. Nen se demande s'il y a une opération secrète dont ils ne sont pas au courant. Rin demande à Alice si elle est sûre d'aller dans la vallée. Alice confirme et Rin lui demande ce qu'elle fera si elle voit Iska. Alice dit avec défi qu'il ne sera pas là et qu'elle y va en tant que princesse de la famille Lou. Juste à ce moment-là, le seigneur masqué entre et annonce que c'est l'heure. Alice visite la vallée avec le vortex et réalise que c'est bien réel. Le seigneur masqué entre et Alice lui demande s'il essaie de s'accaparer le vortex pour lui tout seul. Il lui dit qu'ils l'ont trouvé il y a peu de temps et qu'ils sont sur le point de faire leur rapport à la reine. Puis une autre dame entre et il la félicite d'être arrivée au bon moment. Il la présente à Alice comme Kissing, sa nièce, et les exhorte à partir pour qu'elle puisse protéger le vortex. Alice se demande si Kissing a même le pouvoir de le défendre, et le seigneur masqué insiste sur le fait qu'elle pourrait être encore plus forte que Rin. Elle demande quel est son plan pour le pouvoir du vortex et s'il veut détruire l'Empire avec. Le seigneur masqué répond que renverser l'Empire est le rêve de tout mage astral depuis 100 ans. Pendant ce temps, Nen détecte des lectures de pouvoir astral étranges à la base, différentes de celles du vortex, et elle en informe Mismus. Mismus reçoit un appel qui confirme qu'il s'agit bien de forces de pouvoir astral qui se sont infiltrées, mais ils ont toujours l'ordre de chercher le vortex. Nen capte un autre signal de pouvoir astral proche, et Mismus aperçoit une lumière que Nen confirme être forte et similaire au vortex. Nen pense que le QG pourrait les féliciter d'être les premiers à le découvrir. Soudain, Noro et son équipe arrivent. Elle demande s'ils ont vu le vortex et Mismus répond que oui. Noro rit disant que c'est dommage car avant même qu'ils ne repèrent le vortex, la souveraineté a tendu un piège à la base pour attraper tout soldat impérial qui le découvrirait. Elle prend Miss en otage et montre sa marque de sorcière ainsi que celle de ses coéquipières. Miss demande ce qu'elle a fait de la vraie Noro, et Noro explique qu'elle a été élevée dans la souveraineté de Nebula, donc elle est la vraie. Elle commence à serrer le cou de Melmis avec son pouvoir astral, mais le commandant sans nom apparaît et attaque ses coéquipières. Sans nom lui rappelle que ses ordres sont que personne ne se mette en travers de son chemin et qu'il savait qu'un traître était parmi eux. Noro affirme qu'elle ne peut pas être capturée, alors une coéquipière tombée au combat crée une diversion pendant qu'elle s'échappe.
Ils essaient de la poursuivre, mais elle s'enfuit à toute vitesse. Iska demande au commandant s'il compte poignarder la sorcière pendant qu'elle tient Emel-Miss, mais le commandant le repousse. Il demande à Iska s'il veut finir de nouveau en prison pour avoir manqué de respect à un commandant. Jin intervient disant qu'ils devraient les chercher puisqu'ils connaissent leur emplacement, mais le commandant leur dit de s'en tenir à leur mission. Il ajoute qu'il fera exploser la base ennemie une fois de retour. À la base de la souveraineté, Alice explique que le vortex est petit, ce qui signifie que seuls quelques mages astraux en tireront réellement de la force. Le seigneur masqué intervient en disant qu'un ou deux mages suffiront et que l'énergie astrale s'épuisera ensuite. Un mage annonce que Noro est de retour à la base. Il l'approche et voit qu'elle est avec un soldat impérial. Le seigneur masqué loue son travail tandis qu'Alice et Miss Mus se reconnaissent. Alice devient nerveuse. Miss Mus pourrait révéler leur rencontre avec Iska dans la ville neutre. Miss Mus essaie d'évoquer leur rencontre mais Rin la renverse, la faisant s'effondrer. Rin réprimande Noro pour avoir amené un soldat impérial à la base et se dirige vers Alice. Alice la remercie, et Rin répond qu'Iska ne cesse de se mettre en travers de leur chemin. Alice décide d'aller voir la base ennemie et demande à Noro l'emplacement. Alice et Rin montent sur le golem jusqu'à la base, et elle explique que c'est sa chance unique de combattre Iska. Iska et l'équipage décident de secourir leur capitaine et de repérer la base ennemie. Ils pensent que leurs soldats ne lanceront pas de missiles avant 2 heures, mais ils sont choqués lorsqu'un missile frappe leur base de souveraineté du côté ennemi. Iska dit à tout le monde de bouger vite car le prochain missile arrivera dans 20 minutes. Il se précipite dans la base et Iska fonce pour sauver Miss Miss de Noro. Noro essaie de l'attaquer avec une explosion de feu astral, mais Iska la coupe avec son épée. Puis Kissing arrive et détruit un missile avec son pouvoir astral épineux, ce qui prend tout le monde par surprise. Noro la félicite, disant qu'elle a vraiment le sang des fondateurs. Kissing reçoit l'ordre d'éliminer les soldats impériaux et cible Iska avec ses épines, mais il décide de riposter maintenant qu'il sait à quel point elle est puissante. Elle lui lance ses épines astrales, mais il les bloque. Kissing est surprise par sa défense et intensifie son jeu avec des pouvoirs plus destructeurs, recréant même le missile pour tenter de l'éliminer. Pendant ce temps, Alice et Rin arrivent à la base de l'Empire, mais la trouvent déserte. Rin sent le commandant sans nom à proximité et sauve Alice d'une attaque. Il complimente ses instincts aiguisés. Alice demande si elle peut canaliser sa colère contre lui pour avoir blessé Rin et pour avoir manqué quelqu'un qu'elle cherchait. Ils s'affrontent mais le commandant la dévie, riposte et elle est blessée, mais Rin intervient pour la protéger. Le commandant se moque d'elle pour avoir perdu son courage, mais Alice s'excuse d'avoir douté de sa force en tant que disciple du Saint. Elle décide de lui montrer de quoi elle est vraiment capable et déchaîne le grand pouvoir astral de la calamité de glace sur la base, mais il parvient à s'échapper avant d'être gelé. Après le combat, il remarque une explosion dans le vortex et se précipite en arrière. De retour à la base de la souveraineté, Kissing annonce que sa mission est accomplie après l'explosion. Iska en sort indemne et demande en plaisantant qui elle a éliminé. Il demande qui lui a appris ce style de combat autodestructeur, mais elle l'ignore et l'attaque avec une magie épineuse. Il se défend et la frappe en retour, admettant qu'elle est une adversaire coriace, mais il lui rappelle qu'elle ne peut pas toujours gagner avec cette approche. Kissing s'effondre inconsciente et Noro s'enfuit tandis que Mel-Miss s'approche d'Iska. Il suggère de battre en retraite et d'emmener le pur sang avec eux, mais alors le seigneur masqué apparaît et poignarde Iska avec son épée. Iska tombe à genoux, confus quant à l'identité du masqué, mais le seigneur masqué lui dit de se concentrer plutôt sur sa capitaine. Il pousse Mel-Miss dans le vortex et Iska saute après elle. Alice arrive avec Rin et plonge dans le vortex pour les sauver. Elle demande où Iska était tout ce temps et explique qu'elle l'a cherché à la base de l'Empire, car une diseuse de bonne aventure avait dit qu'il serait proche. Elle propose de secourir Iska s'il promet de combattre à ses côtés ensuite. Iska accepte et elle lui prend la main. Elle utilise ses pouvoirs pour les soulever, mais l'énergie astrale monte soudainement en flèche, les faisant se séparer. Elle atterrit de nouveau sur la falaise et maudit l'esprit astral de s'être mise en travers de leur chemin, juste au moment où elle a enfin pu le voir. Iska et Miss Mus atterrissent près de leur char. Il met Jin et Nen au courant de ce qui s'est passé. Elle se demande comment il a survécu au vortex, tandis qu'il fixe silencieusement une gemme dans sa main, murmurant qu'il doit une fière chandelle à Alice. Alice est plongée dans ses pensées sur son expérience avec Iska dans le vortex quand Rin apparaît et l'interrompt. Sur la défensive, Alice insiste sur le fait qu'elle ne pense pas à Iska, mais Rin la comprend et suggère qu'elle visite la ville neutre pour le voir, afin qu'Alice puisse enfin avoir ce combat qu'elle attend avec impatience. Alice apprécie la compréhension de Rin. Miss Mus s'excuse auprès de l'équipe et d'Iska d'avoir mis sa vie en jeu, mais Iska la rassure en disant qu'il va bien. Mel-Miss sent quelque chose d'étrange dans sa main et le serre. Rydia entre dans la salle de conférence pour annoncer leur mission secrète. Ils vont infiltrer la souveraineté de Nebulus pour capturer la reine. Iska et Jin n'en reviennent pas et se demandent si Rydia plaisante, car cela semble impossible, mais Rydia affirme avec confiance qu'ils peuvent tout affronter parce qu'ils sont talentueux. Jin demande comment ils comptent s'infiltrer, et Neni souligne qu'ils devront faire face à des épreuves de pouvoir astral. Rhyssia la félicite de l'avoir mentionné et explique que la souveraineté utilise une crête astrale pour ces épreuves, ce qui signifie que quiconque n'en a pas est étiqueté comme espion. Elle a élaboré un plan mais ils devront attendre 3 jours pour les détails une fois la préparation terminée. Pendant ce temps, Alice et Rin traînent sur la place de la ville attendant Iska.
Rin offre un parapluie à Alice et lui rappelle qu'elles sont là depuis 3 jours sans l'apercevoir. Alice se demande pourquoi il ne se montre pas, car il se trouve généralement, et Rin ajoute que leur dernière rencontre était spéciale. Rin essaie de suggérer que, puisqu'il a été pris dans le vortex, il pourrait être mort, mais Alice la coupe, insistant sur le fait qu'il est vivant, et ordonne à Rin de se séparer pour le chercher. Rin mentionne pensivement qu'Alice est destinée à être reine, mais d'autres sont à l'affût pour s'emparer du trône. Elle pense qu'il est temps de rassembler des partisans et de se préparer pour l'avenir au lieu de se fixer sur un soldat comme Iska. Rin promet de couper ses liens avec Iska. De retour dans la salle de conférence, Nen se demande ce que Rissia prépare pour la mission, et Jin répond que personne ne sait, car ce sont les soldats qui devront le faire. Nen remarque Emelmis se gratter l'épaule, et Jin plaisante en demandant si elle a eu des éruptions cutanées à force de trop dormir. Même elle, Miss le nie rapidement. Nini propose de l'aider à la soigner et l'encourage à retirer sa veste. Ils sont stupéfaits lorsque Emelmis révèle une marque de sorcière sur son corps. Jin explique qu'elle a dû l'obtenir du vortex, qu'elle a été possédée par l'esprit astral parce qu'elle est un hôte idéal. Iska lui donne 2 choix, se rendre aux apôtres pour demander une peine plus légère au lieu de l'exécution, ou continuer en tant que leur capitaine tout en gardant le sceau astral secret. Emelmis leur rappelle qu'ils auront des ennuis s'ils se font prendre, mais Jin lui dit de ne pas s'inquiéter, elle n'a qu'à en choisir un. Emelmis craque, disant qu'elle ne veut pas être leur capitaine, surtout maintenant qu'ils se sont retrouvés. Alice prend la journée pour se reposer et se demande s'il devrait changer de tactique. Rin suggère d'abandonner la recherche, mais Alice n'en veut pas. Elle consulte son guide pour voir où elle pourra trouver Iska ensuite. Nen et Jin passent dans la chambre d'Iska. Iska demande des nouvelles de la capitaine et ils lui disent qu'elle se repose. Iska demande ce qu'ils peuvent faire concernant le sceau, et Jin explique qu'ils doivent trouver un moyen de le cacher car un disciple du Saint ne le manquera pas. Il ajoute que si Emelmis est attrapée à cause de l'incident de Noro, elle sera exécutée comme espionne, ce qui ne pourrait pas arriver à un pire moment. Iska voit la carte d'exposition d'art que Rissia lui a donnée et décide d'emmener la capitaine à la ville neutre. Il s'assoit sur la place de la ville et Iska s'excuse de l'avoir amenée. Craignant que cela ne donne l'impression qu'ils veulent la cacher, Malmis dit qu'elle se sent plus en sécurité et moins stressée ici. Iska se demande quand l'Empire sera aussi paisible que la ville neutre. Il raconte pourquoi l'Empire craint les personnes dotées d'esprits astraux, exprimant l'espoir que la guerre se terminera bientôt. Il promet à Mulmis qu'un jour elle n'aura plus à cacher son sceau et qu'ils la soutiendront jusque-là. Emelmis commence à pleurer doucement et lui demande de ne pas la faire pleurer. Elle propose d'aller leur chercher des boissons et s'éloigne. Pendant ce temps, Alice se promène dans la ville neutre, se demandant quand la souveraineté se calmera aussi. Iska est plongé dans ses pensées, réalisant qu'à moins que la guerre ne se termine, la capitaine ne sera pas en sécurité. Il se souvient de leur mission de capturer la reine Nebulus et avertit que les apôtres ne la laisseront pas partir une fois qu'ils l'auront attrapée, ce qui ne fera qu'intensifier la guerre. Alice s'approche d'Iska, parlant sans le savoir au monsieur assis sur la chaise, et demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Iska la reconnaît et prononce son nom. Elle réalise qui il est, et lui demande où il était, car elle le cherchait depuis des jours. Elle trébuche sur ses mots et perd le fil de ses pensées. Iska lui offre sa place, mais elle refuse poliment, disant que Rin la gronderait pour cela. Il propose de se lever pour elle, mais elle insiste pour qu'ils s'assoient ensemble en égaux. Alice lui dit à quel point elle est heureuse qu'il ait survécu au vortex, et lui demande ce qu'il fait en ville. Il explique qu'il réfléchit juste à quelque chose, car ils ont eu un problème après l'incident. Alice demande ce qui se passe, affirmant qu'elle peut garder des secrets mais ne les dira qu'à Rin. Iska doute de sa capacité à garder des secrets, mais Alice essaie de le persuader de partager. Rin arrive et les interrompt. Alice essaie de se défendre, mais Rin ignore cela. Elle leur tend des jus de pomme citron, et Iska s'évanouit après en avoir bu une gorgée. Alice est sous le choc, et Rin lui explique qu'elle a drogué sa boisson pour l'empêcher de parler avec Alice, afin qu'ils perçoivent la souveraineté comme une entité maléfique. Alice rétorque qu'ils sont dans une ville neutre, mais Rin répond qu'elle ne pensait pas qu'ils l'accepteraient et qu'ils doivent absolument le capturer. Rin le soulève et Miss apparaît. Elle demande ce qu'ils ont fait à Iska dans cette ville neutre, mais Alice défend les actions de Rin, affirmant qu'Iska est leur ennemi. La crête astrale de Miss s'illumine et elle tente d'attaquer, mais Alice, surprise par cette lueur, utilise son pouvoir de glace pour l'arrêter net. Rissia rapporte la capture d'Iska par la sorcière de la calamité de glace à l'empereur, lui demandant ce qu'il devrait faire ensuite. Alice dit à Rin d'abandonner ses projets d'emmener Iska à la souveraineté, car il risquerait la torture, la prison à vie, ou même la peine de mort pour avoir été un ancien disciple saint. Elle prévient que s'il s'échappe, le palais sera leur prochaine cible. Rin accepte et décide de l'emmener au territoire nébuleux le plus proche. Rissia informe les apôtres de ce qui s'est passé, et il déclare que cela ne les empêchera pas de poursuivre leur opération secrète. Rissia mentionne que l'empereur lui a ordonné d'arrêter l'opération. Les apôtres appellent l'empereur Wishiwashi et demandent ce que Rissia compte faire. Elle explique que des témoins ont repéré leur voiture se dirigeant vers la prison d'Alcatraz, réservée à ceux qui osent défier la reine. Rissia poursuit en disant que l'homme qui a défié l'ancienne reine, le démon hérétique Salinger, est toujours enfermé là-bas, et le faire sortir pourrait changer le cours des choses pour l'Empire. Les apôtres lui rappellent que convaincre Salinger de les rejoindre ne sera pas simple, mais qu'elle peut continuer à avancer ses plans. Rissia entre dans la salle de conférence où Jin, Nen et Miss l'attendent. Miss intervient rapidement, demandant s'ils sont autorisés à secourir Iska, et Rissia acquiesce.
Elle leur rappelle qu'ils ne peuvent pas participer aux épreuves sans la crête astrale, alors elle sort un appareil capable d'imprimer la crête astrale sur leur corps. Rissia explique qu'ils deviendront des sorcières pendant une semaine et que la marque ne sera que temporaire. Cet appareil diffuse de l'énergie astrale concentrée pour imprimer la crête sur leur peau. Elle l'imprime d'abord sur Nen. Jin fait un signe à Miss Mus et il le place sur sa main gauche, là où se trouve la crête originale. Il le montre à Rissia, qui confirme que ça ressemble exactement à l'original. Jin imprime le sien sur ses jambes. Rissia leur dit que lorsqu'ils arriveront à la prison d'Alcatraz, ce sera leur chance de semer le chaos. Elle ajoute que d'autres unités créeront des diversions, tandis que le reste s'infiltrera dans le palais pour capturer la reine Nebula. Rin informe Alice de leur arrivée à Alcatraz, et Alice lui dit de conduire jusqu'à leur logement. Alice se demande quoi faire d'Iska, le poussant à se réveiller, mais il reste inconscient. Elle observe attentivement son visage, puis revient brusquement à la réalité, se souvenant qu'ils sont dans des camps opposés. Soudain, une voiture leur coupe la route, obligeant Rin à faire un léger écart. Après cela, Iska se réveille et comprend ce qui se passe. Il dit à Rin qu'il est déçu par elle, mais elle rejette la faute sur Alice. Ils arrivent enfin au logement, et Rin dit à Iska qu'il est le prisonnier d'Alice, donc il doit l'accompagner. Ils arrivent dans la chambre de Rin, et Iska regarde autour de lui, se demandant avec curiosité à qui elle appartient. Jin, Nene et Miss Smith passent par plusieurs contrôles pour montrer leur crête astrale et confirmer sa légitimité avec différentes configurations de sécurité. Rissia leur donne les directions pour la ville. Pendant l'appel, Jin mentionne que la ville est remplie de prisons, et Rissia acquiesce, disant qu'elle s'est bien débrouillée en étant payée pour enfermer les criminels violents. Quand il la trouve enfin, il lui demande comment elle est entrée et pourquoi elle est là, mais elle leur dit de ne pas s'en faire. Elle les exhorte à se diriger vers la tour de la prison d'Ululman, où Iska est détenu. Rin dit à Iska qu'ils sont à l'hôtel royal de la souveraineté, et qu'ils le garderont là jusqu'à ce qu'il décide de quoi faire de lui. Elle pense que le plan d'Alice est dangereux, et considère Iska comme une menace plus grande qu'Alice, c'est pourquoi elle veut le piéger. Elle se coupe le bras avec un couteau, affirmant que cela prouvera son histoire de légitime défense contre lui. Rin insiste qu'un épéiste impérial ne peut pas juste être surveillé, il doit être enfermé car il fait obstacle à l'objectif d'Alice d'unifier le monde. Elle continue de l'attaquer, mais Iska esquive ses mouvements. Pendant ce temps, Alice se détend dans sa chambre, essayant de décider quoi manger pour le dîner. Elle pense aux pâtes et se souvient de son moment avec Iska au restaurant, rougissant à cette pensée. Mais ensuite, elle se rappelle que Rin se mettra en colère contre elle, alors elle s'arrête. Alors qu'elle se dirige vers sa chambre pour planifier le dîner, elle est choquée de voir Rin essayer de poignarder Iska. Iska dit à Rin qu'Alice est là, mais elle ne le croit pas avant qu'Alice ne lui tape sur l'épaule. Rin félicite Alice de s'amuser et demande si elle peut se joindre à elle. Jin, Nen et Miss Mus arrivent à la prison lourdement gardée et réalisent que c'est une véritable forteresse. Jin mentionne qu'ils n'ont pu aller aussi loin que grâce à Rissia avant de se séparer. Miss Smith se demande si Iska est vraiment en prison, et Jin répond qu'il doit l'être s'ils envoient un disciple saint, ou alors il se passe quelque chose d'autre. Alice décide de s'attacher à Iska avec des menottes et de le surveiller, puisque Rin a tenté de le tuer 2 fois. Après avoir averti Iska, Rin quitte la pièce. Iska demande à Alice comment ils sont censés aller aux toilettes ou dormir avec les menottes. Alice réalise qu'il a raison et appelle Rin. Rin prend la place d'Alice, et Alice part prendre une douche. Comme d'habitude, Rin menace Iska, et quand Alice revient, elle n'est enveloppée que dans une serviette et oublie qu'Iska est là. Elle se détourne, révélant la crête astrale sur son dos. Se dénudant complètement, Alice dit que sa vision est claire maintenant qu'Iska a montré ses véritables intentions. Iska et Rin sont tous deux déçus, et Iska la presse de mettre des vêtements. Elle lui dit en plaisantant de se déshabiller aussi, puisqu'ils sont rivaux, et le taquine un peu. Rissia rend visite au puissant démon, Salinger, dans sa cellule sécurisée, et il lui demande de se présenter. Rissia se demande si elle a besoin d'une invitation spéciale pour le voir. Rissia dit à l'empereur que Salinger a été enfermé pendant 30 ans, pourtant il a toujours l'air jeune, ce qui l'a fait se demander si c'est vraiment lui. Salinger répond, impressionné par son audace de lui parler ainsi. Il demande si sa confiance vient du soutien de l'empereur, mais Rissia le nie. Il est surpris et demande comment elle est même entrée. Rissia explique qu'elle a utilisé des moyens pacifiques pour entrer, car elle a la citoyenneté de la souveraineté pour des situations comme celle-ci. Elle est venue le libérer, affirmant qu'ils ont besoin de son aide pour envahir et capturer la reine qu'il a emprisonnée il y a des décennies. Bien que Salinger trouve leur plan de vengeance ennuyeux, il admet qu'il est fatigué de se cacher. Rissia brise ses défenses et il accepte de partir et de viser quelque chose de plus grand que d'être juste un roi. Pendant ce temps, Alice s'approche d'Iska, qui contemple la ville par la fenêtre. Elle se demande s'il ne peut pas dormir à cause de l'ambiance hostile, mais il secoue la tête, disant qu'il trouve la vue nocturne paisible. Alice soutient que ce n'est pas totalement paisible, désignant la prison où est détenu le célèbre démon Salinger, le traître qui a tué l'ancienne reine. Elle s'interrompt au milieu de sa phrase, craignant que Rin ne l'entende parler de Salinger. Juste à ce moment-là, Rin entre avec la nouvelle que quelqu'un s'est infiltré dans leur nation et a traversé la frontière. Elle jette un coup d'œil à Iska, mais il ignore la remarque, affirmant que ce n'est pas de son ressort puisqu'il n'est pas apte à cette responsabilité. Rin est d'accord, mais prévient que des groupes suspects ont été repérés dans 12 provinces, à l'exception de la centrale. Puisqu'il pourrait s'agir de forces secrètes de l'Empire, un avertissement a été émis, affectant également la province d'Alcatraz. L'alarme de la prison retentit, et Miss Smith se demande s'ils l'ont déclenché, mais Jin la rassure en disant qu'elle se serait déclenchée plus tôt s'il l'avait fait.
Nen perçoit des pas et exhorte tout le monde à se taire. Nen et Jin concluent que les soldats sont des forces d'urgence de la prison, suffisamment équipés pour gérer les mages astraux, donc ils ne sont pas après eux. Miss Mus devient anxieuse, craignant pour la sécurité de Rissia, et propose d'aller la sauver. Soudain, le bâtiment tremble et Miss Mus reçoit un appel de Rissia. Elle explique que le bruit provenait d'un mur qui a été dynamité pour un accès souterrain, suivi par un esprit astral de la Terre qui a créé un énorme trou vers la surface. Elle s'émerveille de l'incroyable art astral. Miss Mus demande où est Iska, et Rissia admet qu'il n'est plus en prison parce qu'un démon a semé le chaos. Elle les avertit de ne pas se faire prendre par les gardes de la prison et raccroche. Miss Mus crie de frustration, mais Jin lui dit que c'est pas le moment de se plaindre. Ils se préparant à s'échapper, et Nen évoque la possibilité que Rissia les ait encore utilisés comme appât, mais Jin rejette cette idée. L'escouade d'urgence se déploie, et Jin réalise qu'ils sont acculés. Il dit que Miss Disciple Sainte, Rissia, aurait dû communiquer 2 minutes plus tôt. Alice aperçoit l'explosion dans la tour de la prison d'Oulou-Légan et se demande ce qui se passe. Rin reçoit un appel et informe Alice de l'explosion et du trou. Elle ajoute que les gardes ont entendu un rugissement puissant provenant de la cellule souterraine de Salinger et qu'ils essaient de joindre l'équipe d'intervention d'urgence. Alice prévient que si le démon s'échappe, il s'en prendra à l'esprit astral de sa mère. Elle ordonne à Rin de préparer le véhicule afin qu'elle puisse aller l'arrêter. Rin essaie de la mettre en garde contre le danger, mais Alice insiste que personne d'autre ne peut s'en occuper. Rin part et Alice informe Iska de son évasion vers la prison. Iska lui demande si elle peut donner les détails et elle confirme disant qu'il est un ennemi, mais que partager apaiserait son esprit. Alice part s'habiller. Quand elle revient, elle lui tend un mouchoir propre pour remplacer celui qu'il lui a donné au théâtre. Elle lui dit qu'il peut tout à fait s'en débarrasser s'il n'aime pas ça, mais elle espère qu'il l'appréciera avant de s'élancer hors de la pièce, toute shyly. Pendant ce temps, en prison, Jin réalise qu'ils ne peuvent pas les mener en bas, alors il suggère d'être l'appât pendant qu'ils éliminent les gardes. Nen intervient, disant qu'il est le meilleur pour le travail, mais Jin la repousse, disant qu'ils ne seront pas affectés par elle. Miss Smith se porte volontaire pour agir comme une sorcière en fuite puisqu'elle a la crête astrale. Miss Smith fonce vers les gardes, faisant tout un spectacle. Il lui demande si elle a causé l'explosion, et elle affirme joyeusement que oui, disant qu'elle les anéantira avec son pouvoir astral. Il tire sur elle, et elle s'enfuit pendant qu'ils la poursuivent jusqu'à ce qu'ils l'attrapent. Ils lui disent qu'elle est destinée à l'exécution, mais Nen et Jin interviennent et les éliminent. Miss Smith serre Nen dans ses bras, sanglotant, disant qu'elle avait tellement peur et qu'elle aurait été perdue s'ils étaient arrivés juste un peu plus tard. Jin la félicite d'avoir fait un travail d'enfer pour une fois. Iska est juste là, se demandant ce qui se passe réellement en prison. Il entend un téléphone sonner et entre dans la chambre d'Alice pour trouver son téléphone qui s'illumine. Il décroche l'appel de Jin et il lui donne les détails de leur situation. Il est surpris qu'il soit dans la souveraineté et les informe de son propre pétrin. Il lui demande s'il peut se libérer, mais il leur dit qu'il est menotté, donc s'échapper sera difficile. Puis il se souvient soudain du mouchoir qu'Alice lui a donné et l'ouvre pour trouver la clé des menottes. Il se traite d'idiot de ne pas l'avoir compris plus tôt. Il dit à Jin et Nen de tenir bon à la tour de la prison pendant qu'il les rejoint. En chemin, le véhicule d'Alice est pris en embuscade par des soldats impériaux, et elle s'échappe juste avant que la voiture n'explose. Elles arrivent à la prison au milieu du chaos, et Alice se demande comment les soldats impériaux ont traversé la frontière. Rin explique qu'ils les ont déjoués, causant tout ce désordre en plus de l'évasion de Salinger. Alice décide de s'attaquer aux problèmes un par un. Alice contient l'explosion de la voiture, et Rin dit aux gardes de lui montrer un peu de respect. Alice leur fait savoir qu'elle dirigera au nom de la reine, et que tout le monde ferait mieux de suivre ses ordres. Elle envoie Rin s'occuper de Salinger puisqu'elle lui fait confiance. Iska se précipite vers la prison, se demandant ce qui se passe avec l'incendie. Il rejoint son équipe et Miss Smith le serre dans ses bras, les yeux embués de larmes. Elle s'excuse de ne pas être assez forte. Jin leur dit de filer avant que le feu ne les rattrape, mais Iska refuse, disant qu'il n'a besoin que de 15 minutes et qu'il les rejoindra derrière un hôtel voisin. Il prend ses épées à Miss Mus et s'en va. Rin arrive à une falaise et appelle Salinger. Il répond, notant qu'elle est habillée comme une servante, mais que quelque chose ne va pas. Rin dit qu'elle ne se présentera pas à un criminel qui a tenté de voler l'esprit astral de la reine pour une raison tordue. Salinger insiste qu'il n'a pas volé, il ne fait que collecter des impôts comme le roi qu'il pense être. Ils s'affrontent jusqu'à ce que Rin libère son golem, utilisant son pouvoir astral de terre pour l'écraser. À sa grande surprise, il s'éloigne indemne et elle lui lance d'autres pierres, mais il les renvoie. Salinger lui dit qu'elle n'a aucune chance, car son pouvoir est réservé au sang pur, et Rin l'accuse d'avoir volé du sang royal. Elle charge pour attaquer, mais Salinger la frappe avec ses pouvoirs. Elle a du mal à se relever, et il prépare un dernier coup. Mais de nulle part, Iska apparaît. Il bloque le coup avec son épée et dit à Rin qu'il la sauvera juste cette fois parce que ce type est l'ennemi d'Alice. Rin n'arrive pas à croire qu'Iska ne connaisse pas le démon transcendant. Iska lui fait promettre que si elle abat le démon, lui et ses amis pourront traverser les frontières. Rin reste sans voix, et Iska y voit son acceptation de l'accord. Salinger se demande alors pourquoi quelqu'un de l'Empire la défend et s'oppose à lui. Il écarte la réponse d'Iska, disant que cela ne signifie rien pour lui et qu'il l'écrasera. Il tape des doigts, faisant trembler tout le bâtiment, distrayant Alice pendant qu'elle essaie d'aider les gens.
Alice envoie des gardes et une équipe d'urgence pour trouver Salinger. Elle continue de parler, mais le commandant sans nom apparaît et dit qu'il est inarrêtable. Alice conteste comment un inconnu comme lui peut s'infiltrer dans sa nation, et sans nom la traite de sorcière ridicule pour l'avoir ainsi étiquetée. Elle demande s'il a attaqué la prison pour sauver Salinger, mais il rejette sa question, lui disant de se concentrer car la tour de la ville est en feu. Il la prévient que Salinger apportera à nouveau le chaos comme avant. Alice insiste qu'elle l'arrêtera et attaque sans nom avec sa magie de glace, mais il court au sommet de la tour. Il lui dit qu'une fois que Salinger s'échappera de la prison, son travail sera terminé, puis il disparaît. Alice aperçoit Salinger debout devant Iska et Rin. Salinger libère un esprit de feu et de glace sur Iska. Iska essaie de le trancher comme d'habitude, mais les flammes deviennent plus fortes à la place. Salinger dit à Iska qu'il a fait une erreur en perturbant l'équilibre du feu et de la glace, et lui ordonne de mourir. Iska disparaît dans une explosion. Rin se demande si c'est pour cela qu'il collectionne les esprits astraux, et Salinger confirme que son but est de fusionner les humains avec eux. Rin est choqué par ce qu'il dit. Il ajoute que seules 2 personnes ont exprimé son désir de dépasser l'idée terrestre d'un roi et d'atteindre ce niveau. Rin le traite de fou et pointe son épée sur lui, disant qu'il doit être arrêté. Salinger demande si elle veut toujours se battre après avoir vu comment Iska a été vaincue, mais Rin lui dit qu'Iska est plus fort qu'il ne le pense. Elle lui rappelle que sa maîtresse, Alice, considère Iska comme sa seule rivale et qu'il a battu le fondateur que Salinger admire. Salinger n'y croit pas et pense qu'elle ment, mais Rin insiste qu'il faudrait plus que ce coup pour achever Iska, et qu'elle ne faisait que gagner du temps en écoutant son discours. Salinger décide de la battre aussi, mais Iska apparaît soudainement et le frappe en retour. Salinger est sous le choc et dit qu'Iska n'aurait pas dû survivre, mais Iska explique que ses épées astrales sont une paire. Une épée coupe les arts astraux tandis que l'autre les réplique. Iska le poursuit et ils atteignent finalement le sommet du bâtiment. Salinger nargue Iska, lui demandant s'il s'est gelé pour échapper aux flammes. Il se demande si Iska a perdu la tête, mais Iska affirme qu'il a de la détermination. Il se rappelle qu'Alice lui fait confiance, donc il ne la décevra pas. Salinger se moque de sa détermination, puis lance une attaque de tempête de sable sur lui, mais Rin la bloque avec sa magie astrale de terre. Salinger riposte avec une autre attaque visant Rin pour l'avoir interrompue, mais Alice arrive juste à temps pour la bloquer avec son pouvoir de glace. Elle demande ce qu'il fait à Rin et la serre dans ses bras, la félicitant d'avoir tenu bon. Elle regarde Iska et dit qu'elle savait qu'il l'aiderait. Iska charge Salinger pour la battre définitivement, il le frappe durement, sans relâche. Salinger recule, affirmant que le destin lui a envoyé un adversaire coriace pour freiner son ascension en tant que mage astral, mais rien ne peut le retenir. Après le combat, Ren dit à Alice que tous les prisonniers sont recensés, et Alice pousse un soupir de soulagement. Elle demande à Rin comment va sa blessure, mais Rin ment et dit qu'elle va bien. Quand Alice touche sa blessure, Rin hurle de douleur. Alice lui dit d'arrêter de faire semblant devant elle, et Rin admet que la douleur est là, ce qui fait qu'Alice la traite de bonne fille. Alice s'enquiert de la situation, et Rin l'informe que les choses sont calmes sur le site maintenant que les soldats impériaux se sont retirés. Elle mentionne qu'ils ont informé la reine, mais Alice dit qu'elle fera elle-même un rapport détaillé. Ensuite, le commandant sans nom apparaît à la base de l'Empire, et un autre commandant sans nom mentionne qu'il a eu plus de mal que prévu. La première commandante retire son casque, révélant que c'est Rissia. Elle raconte qu'elle pensait s'évanouir de chaleur, jurant qu'elle ne porterait plus jamais d'équipement en fibre métallique complètement hermétique, car elle ne pouvait pas se battre plus de 5 minutes avant d'être épuisée et de devoir l'enlever. Le commandant sans nom lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de quelque chose comme ça, mais elle dit que cela fait partie de ses recherches. Elle lui demande une mise à jour, et il partage que 2 forces spéciales sont entrées dans la province, afin qu'ils puissent surveiller les choses. Rissia considère cela comme une bonne nouvelle, et parie que cela rendra les 8 grands apôtres heureux pendant 3 jours. Le commandant sans nom s'enquiert de faire rapport à l'empereur, et Rissia dit qu'elle le fera aussi puisque l'empereur est particulièrement intéressé par Iska. Les apôtres souhaitaient que le sang pur soit capturé, mais ils obtiennent quand même ce qu'ils veulent. Iska et l'équipe repassent dans l'Empire, et Mismus exprime son soulagement d'être sorti en toute sécurité. Ils discutent de la façon dont ils sont entrés et de la crête astrale que Rissia leur a donnée. Iska commence à se détendre, et Nen vérifie s'il est fatigué, mais il la repousse. Il se perd dans ses pensées et mentionne accidentellement qu'Alice l'a épuisé. Iska demande à Miss Smith s'ils ont trouvé une solution pour la crête astrale puisqu'elle dit qu'elle va bien. Miss Smith se souvient et le supplie de ne pas la forcer à s'en souvenir. Elle lui dit de trouver quelque chose pour elle quand ils rentreront à la maison. Alice félicite Rin d'avoir si bien combattu Salinger. Rin rougit au compliment mais dit qu'elle n'y serait pas arrivée seule. Alice acquiesce, pensant à Iska et mentionne son nom. Rin la réprimande pour avoir évoqué ce nom troublant, mais admet finalement qu'Iska l'a quand même sauvé. Rin reconnaît qu'il est un solide guerrier même s'il est leur ennemi. Malgré tout, elle ne le laissera pas être nommé tant qu'ils sont dans la souveraineté, où elle ira tout raconter à la reine. Alice la taquine pour s'inquiéter trop. La sœur d'Alice, Sisbel, écoute leur conversation avec ses pouvoirs et se demande qui est cette Iska qui intéresse tant sa sœur. Soudain, le souvenir la frappe, c'est le disciple saint qui l'a sauvé et elle prie les étoiles de l'aider à le revoir. Rissia entre chez l'empereur et lui remet le rapport sur le retour d'Iska.
L'empereur mentionne que les apôtres sont déterminés à s'emparer du sang pur, mais il dit à Ricia qu'elle peut donner l'ordre d'arrêter si elle le souhaite, car il s'en moque éperdument. Il souligne que pour la première fois en un siècle, les princesses sorcières de la lignée des fondateurs sont tombées amoureuses d'un soldat impérial. Sisbel fait ensuite un cauchemar où elle se précipite pour sauver sa mère, mais elle a beaucoup de mal à y parvenir. Elle se réveille soudainement, tremblante comme une feuille. Au fil de la journée, elle erre dans le palais et aperçoit sa mère en train de discuter avec des invités. Un noble salue Sisbel, mais elle lui tourne le dos et s'enfuit. Bientôt, son majordome annonce que la reine la cherche. Sisbel arrive et la reine lui dit de se rendre à Alcémia, un pays neutre qui est sur le point de nouer des relations avec l'Empire. Elle dit qu'ils ont des informations suggérant qu'Alcémia pourrait se ranger du côté de l'Empire, et qu'elle a besoin de Sisbel pour utiliser son esprit astral afin de débusquer la vérité. La reine demande si Sisbel veut emmener ses gardes, mais Sisbel répond qu'elle ira seule. Juste à ce moment-là, leur majordome entre avec la nouvelle que la première princesse, Elatyr, vient de rentrer chez elle. Iska sort de l'infirmerie et rejoint la réunion du conseil, confirmant qu'il n'y avait aucun signe de blessure physique sur lui. Il ajoute qu'il se demandait s'il avait été interrogé ou blessé. Nen mentionne qu'on leur a dit de revenir dans une semaine, pour vérifier si les marques astrales sur leur corps se sont estompées. Miss a l'air abattue, la tête posée sur la table, et Jean souligne qu'elle essaie d'échapper à la réalité puisque son emblème astral ne disparaîtra pas, donc une nouvelle vérification ne posera aucun problème. Une femme traîne Ricia dans la salle de conférence, affirmant que ses actions sont illégales et qu'elle la signalera au Sénat impérial. Miss demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et la femme se présente comme Michaela, de l'équipe de coordination médicale du QG. Elle explique qu'elle a examiné leurs heures et que l'équipe a travaillé beaucoup trop dur en tant qu'opération spéciale, elle leur accorde donc un congé de 60 jours. Ricia a l'air déçue tandis que Michaela sort. Miss célèbre, demandant s'ils vont retarder leur examen de l'emblème astral. Jean clarifie qu'ils obtiennent 60 jours de congé pour équilibrer les choses avec d'autres unités qui auraient pu être perdues au combat pendant ces missions folles. Il dit que cela leur donnera du temps pour régler le problème de l'emblème astral du chef. Iska intervient en disant qu'ils doivent rester vigilants pour trouver une solution, alors il demande s'ils devraient partir. Nenny accepte avec enthousiasme et suggère de prendre de vraies vacances dans un complexe loin de l'Empire. Pendant ce temps, Alice est submergée par la paperasse et Rin continue de lui en apporter davantage, faisant grogner Alice. Rin lui dit finalement qu'elle plaisante et qu'Alice peut faire une pause. Alice explique qu'elle a aidé sa mère avec les tâches administratives et qu'elle a soif d'un peu d'excitation. Rin lui rappelle qu'elle s'est amusée il y a quelques jours et Alice s'évade dans ses pensées jusqu'à ce que Rin la ramène à la réalité. Peu de temps après, elles entendent des acclamations pour le retour de quelqu'un et Alice devine que c'est pour Elatyr, sa grande sœur. Rin commente la rapidité de son retour, insinuant que sa campagne pour gagner des électeurs doit très bien se passer et demande si elle devrait aller l'accueillir. Alice accepte et elles sortent du bureau. Alice croise Sisbel en chemin et essaie de discuter, mais Sisbel se détourne simplement. Rin remarque que Sisbel semble être une personne totalement différente ces jours-ci, car elle avait autrefois autant d'énergie et de curiosité qu'Alice. Alice dit qu'elle ne peut pas lui en vouloir puisque les ministres sont obsédés par la succession ces derniers temps et que c'est vraiment stressant. Elle ajoute qu'elle préférerait simplement quitter le palais et se détendre. Rin dit à Alice qu'elle ne peut pas partir car Sisbel est partie pour la nation indépendante à l'est sur ordre de sa majesté, se préparant à l'invasion de l'Empire. Donc, Alice doit rester au palais et gérer ses responsabilités. Sisbel dit à son majordome qu'elle est prête à partir, et il lui demande si elle est vraiment sûre de n'avoir que lui comme garde du corps. Sisbel lui montre une vision de ministre discutant de la succession et dit qu'il est le seul en qui elle peut avoir confiance. Elle réfléchit au cauchemar où quelqu'un s'en prend à sa mère qui devient réalité. Elle ajoute qu'un monstre essaie de prendre le contrôle de la nation et qu'elle est la seule à le savoir, alors elle doit être courageuse. Sisbel se retourne et promet à sa mère qu'elle la protégera, donc elle doit être en sécurité pendant son absence. Elatyr visite le palais du Seigneur Masqué. Il mentionne qu'il n'a pas parlé à Sisbel depuis des lustres et qu'Elatyr est la seule à venir le voir. Ils échangent quelques banalités, puis Elatyr lui dit que quelqu'un dans la nation est secrètement impliqué avec l'Empire. Le Seigneur Masqué lui demande si elle a des preuves, et elle explique qu'elle ne pense pas qu'il soit encore des pions pour l'Empire, mais qu'elle ne peut pas laisser cela continuer. Elle admet qu'elle ne sait pas quoi faire, et le Seigneur Masqué veut savoir qui est cette personne. Plus tard cette nuit-là, Jean porte Miss sur son dos après qu'elle ait bu trop de bière et se soit évanouie, ce qui est très inhabituel pour elle. Nen dit à Jean de ramener Miss à leur hôtel pendant qu'elle va chercher le dîner au supermarché avec Iska. Jean accepte et les prévient de ne pas se perdre. Nen s'excuse auprès d'Iska pour aller aux toilettes avant de se diriger vers le supermarché. Iska se retourne et tombe sur Sisbel, qui est fixée sur une carte. Il la reconnaît comme la fille qu'il a sauvée, et ils se regardent sous le choc jusqu'à ce que Nen apparaisse et que Sisbel disparaisse. Elle part en courant et atteint finalement le carrefour. Son majordome Schwartz se précipite vers elle, l'air épuisé de l'avoir cherchée. Il la supplie de ne pas s'éloigner trop loin car il est vieux. Sisbel lui dit avec enthousiasme qu'elle a trouvé sa nuit de rêve et qu'elle doit discuter avec lui à l'hôtel. Schwartz est confus et demande ce qui se passe et Sisbel répond qu'ils doivent attendre la nuit. Plus tard, Sisbel suit Iska après leur rencontre précédente jusqu'à sa chambre d'hôtel. Il découvre qu'il est juste là en vacances et non dans l'un des hôtels de l'Empire pour les opérations spéciales.
Au même moment, la reine appelle Alice dans sa chambre. Elle lui demande de la suivre dans la chambre de Sisbel, car elle veut savoir ce que Sisbel a fait dernièrement en tant que mère, et non en tant que reine. Elle exprime son inquiétude, car les serviteurs n'ont pas beaucoup confiance en la victoire de Sisbel aux élections, et elle s'inquiète de savoir pourquoi Sisbel est restée enfermée dans sa chambre toute la journée. La reine entre dans la chambre de Sisbel et dit à Rhin d'aider Alice à chercher. Alice aperçoit un magazine sur le lit de Sisbel, présentant l'histoire d'Iska sur la façon dont il a sauvé une sorcière, et elle se demande comment Sisbel connaît Iska. Sisbel entre dans la chambre d'Iska avec une copie de sa carte d'accès et s'introduit. Elle essaye de parler, mais Iska la plaque au sol, pensant qu'elle est une assassine. Il demande si la souveraineté l'a envoyée, mais ensuite il la regarde attentivement dans les yeux et réalise que c'est Sisbel. Elle explique qu'elle est venue le voir et veut savoir s'il l'accompagnera à la souveraineté. Sisbel dit à Iska que cela fait 1 an qu'ils se sont rencontrés pour la première fois, et elle s'excuse d'avoir fait irruption dans sa chambre. Iska demande si elle est la fille de la prison, et elle confirme, reconnaissante qu'ils se souviennent d'elle. Sisbel l'exhorte à bouger de là où il est car elle n'a pas l'habitude d'être traitée de cette façon, et Iska se déplace rapidement quand il réalise la position dans laquelle il se trouve. Alice se demande comment Sisbel connaît Iska, et Rhin répond qu'elle a dû faire des recherches sur lui. Alice demande nerveusement si Sisbel les a vus ensemble dans la ville neutre avec son esprit astral, mais Rhin dit que ce n'est pas possible, car son esprit ne fonctionne que dans un rayon de 300 mètres. Alice se demande si Sisbel a entendu leur conversation, et Rhin admet qu'elle a été prudente, mais il y a une chance que Sisbel soupçonne Alice d'avoir des liens avec l'Empire. Sisbel s'assit et s'excuse auprès d'Iska d'être entrée dans sa chambre sans y être invitée. Elle explique qu'à l'époque, elle n'avait pas apprécié qu'il la libère de prison car elle pensait que c'était un piège de l'Empire. Mais maintenant, elle veut lui montrer sa gratitude. Sisbel sort un bracelet et l'offre à Iska, mais il refuse, disant qu'il ne l'a pas sauvé pour cette raison. Elle mentionne avoir lu des articles sur lui dans les journaux après l'incident car la nouvelle s'est répandue dans les villes environnantes. Elle ajoute qu'Iska a perdu son statut à cause d'elle, et elle veut l'aider à le retrouver en assurant sa sécurité et son statut. Sisbel demande ensuite si Iska l'accompagnerait à la souveraineté. Cela rappelle soudainement à Iska qu'Alice a dit la même chose, et il demande qui elle est vraiment. Sisbel se déguise et se présente comme une servante du palais royal. Iska lui demande pourquoi elle le choisit alors qu'elle est proche de la famille royale et a beaucoup de gens qui travaillent pour elle. Iska, un peu en colère, dit qu'elle ne fait confiance à personne. Elle s'excuse d'avoir laissé ses sentiments interférer et se lève pour partir, promettant de revenir et exprimant sa joie de le revoir. Iska remarque le bracelet et se demande ce qu'il devrait en faire. Rhin et Alice retournent auprès de la reine. Rhin dit à la reine qu'elles n'ont rien trouvé dans la chambre de Sisbel, mais suggère un plan. Elle propose que la reine laisse Alice voyager pour rencontrer Sisbel afin qu'elle puisse lui parler en tant que sa sœur. La reine aime l'idée et demande si Alice veut y aller. Alice accepte et exhorte Rhin à se préparer pour leur voyage. Les 8 grands apôtres discutent à nouveau des sangs purs. Un apôtre rapporte que leur allié les a informés qu'une princesse sang pur se rendait dans la nation indépendante d'Alsamia avec seulement un serviteur. Leur allié dit qu'ils la livreront à l'Empire, et les apôtres réagissent avec enthousiasme, y voyant une chance de finalement capturer la sang pure, ce qui a été leur objectif principal. Un autre apôtre demande s'ils devraient libérer l'objet, puisque l'arme de chasse aux sorcières ne peut pas être retracée jusqu'à eux. L'apôtre 1 accepte et ordonne que la chasse aux sorcières commence. Malmis et son équipe se préparent à faire griller le petit déjeuner. Malmis parle sans arrêt, et Jean lui dit d'arrêter et d'aider. Elle propose de faire griller la viande, mais Nenny insiste pour qu'elle commence par les légumes. Ils regardent tous les deux Iska pour obtenir des conseils, mais il reste silencieux, et il réalise que son esprit est ailleurs. Eliti rend visite au Seigneur Masqué, le remerciant de l'avoir rencontré. Elle explique que les personnes qui essaient de contacter l'Empire sont ses sœurs. Le Seigneur Masqué éclate de rire, disant qu'il ne s'attendait jamais à une telle chose, et lui rappelle que cette information pourrait nuire à la famille Liu. Eliti insiste sur le fait qu'elle se soucie plus de la souveraineté que de l'élection. Elle dit que si ses sœurs veulent ruiner la souveraineté, elle doit les arrêter, bien qu'elle craigne de ne pas faire ce qu'il faut le moment venu à cause de ses émotions. Le Seigneur Masqué lui demande si elle veut qu'il soit le juge, et elle accepte. Il dit qu'il découvrira la vérité sur la situation et l'assure de lui laisser faire. Alice voyage en bus vers la nation indépendante. Elle mentionne que c'est la première fois qu'elle y va seule sans Rhin. Soudain, le bus dévie et s'arrête brusquement. Alice se réveille après s'être évanouie pendant quelques secondes. Confuse de ce qui se passe, elle descend du bus pour voir ce qu'il en est. Elle aperçoit de grandes empreintes de pas et sent l'huile de machine. Comprenant que ce n'est pas un basilic, elle réalise que les choses s'annoncent plutôt sombres. Iska déplace son équipe vers un nouvel hôtel, mais Mielmis n'est pas contente et pense qu'il est trop prudent en voulant changer d'endroit. Iska insiste sur le fait qu'il essaie juste d'économiser de l'argent. Il pense trop que quelque chose pourrait mal tourner s'il reste au même hôtel et il ne veut pas que tout le monde soit impliqué. Nen aide Melmis à dissimuler son emblème astral. Melmis se souvient qu'ils doivent régler la situation de l'emblème, mais Jean dit qu'ils ont déjà réfléchi et n'ont rien trouvé, alors elle devrait juste se détendre et profiter du séjour. Il suggère qu'il vérifie le produit général pour se procurer des fournitures de la souveraineté. Nen se demande si le produit est ce qu'elle pense, et Jean le confirme. Il mentionne un autocollant, Noro utilisé pour cacher son emblème astral qui venait de la souveraineté, et dit qu'ils ont besoin de quelque chose de similaire.
Une fois arrivés à leur nouveau logement, Iska leur dit d'entrer pendant qu'ils s'occupent de la monnaie. Jin propose de porter son sac à dos et Iska le regarde partir, se sentant un peu méfiant. Iska scanne la zone, espérant éviter de croiser Sisbel, mais elle le surprend en apparaissant. Il lui demande quel genre de tour de magie elle a fait pour arriver là. Il trouve un endroit calme et il souligne qu'ils n'ont décidé de changer d'hôtel que ce matin. Pourtant, elle les a devancés. Sisbel explique que son esprit astral lui permet de voir ce qui s'est passé auparavant. Elle a rejoué le moment où il a appelé l'hôtel et a dit le numéro de la chambre. Iska se demande si elle devrait même lui donner des informations aussi importantes en tant que soldat impérial, et elle affirme que c'est pour montrer sa sincérité. Sisbel révèle qu'elle est la fille de la reine de la souveraineté, et Iska est stupéfait quand il réalise qu'elle est la sœur d'Alice. Il demande pourquoi l'enfant de la reine voudrait lui parler, et elle explique que quelqu'un de la lignée des fondateurs en veut à la reine. Ils ne s'en prennent pas seulement à la souveraineté, mais à quelque chose de bien pire. Elle avertit que si la reine passe l'arme à gauche, cela mènera à une guerre totale entre l'Empire et leur nation, les faisant toutes deux s'effondrer. Iska demande alors s'ils s'en prennent à elle aussi, et elle le confirme, disant qu'elle a eu vent du plan grâce à son esprit astral, mais ne sait pas qui est derrière, donc elle ne peut faire confiance à personne. Elle veut savoir si Iska est prêt à arrêter l'apocalypse qui se prépare entre les deux nations, et il hoche la tête, oui. Sisbel lui demande d'être son protecteur afin qu'il puisse empêcher la fin du monde. Pendant ce temps, Alice arrive dans la nation indépendante à la recherche de l'hôtel de Sisbel. Elle entend soudain son nom et se retourne pour trouver Schwartz, le majordome de Sisbel. Il lui demande si elle a vu Sisbel car il la cherchait. Elle est partie plus tôt pour quelque chose d'important. Alice est surprise par la nouvelle de la disparition de Sisbel. Iska dit à Sisbel qu'il veut empêcher la guerre entre les nations, mais qu'il ne peut pas l'accompagner. Il explique qu'arrêter la guerre à grande échelle n'est pas son seul objectif. Il veut aussi régler la querelle centenaire par des pourparlers de paix. Sisbel rejette son idée, disant que la souveraineté ne pardonnera jamais à l'Empire. Iska insiste sur le fait que c'est aussi son objectif, et qu'il y a quelqu'un de proche d'elle qui ressent la même chose. Il essaye de mentionner Alice, mais le Seigneur Masqué apparaît derrière elle avec ses mages. Le Seigneur Masqué accuse Sisbel de trahison pour avoir parlé à un soldat impérial sans avoir entendu sa version des faits au préalable. Il lui montre un enregistreur audio, et Sisbel réalise ses intentions, lui disant que les Oas ne se soucient pas de la vérité tant qu'ils ont des informations compromettantes pour gagner l'élection. Elle part en courant, et il dit à ses mages de la poursuivre, mais Iska bloque leur chemin et s'engage dans une joute verbale avec le Seigneur Masqué. Le Seigneur Masqué lui dit de dégager, affirmant que c'est échec et mat. Soudain, le sol tremble et Sisbel se retrouve piégée par une machine massive. Iska comprend qu'elle vient de l'Empire. Iska se pose des questions sur ce que le soldat robot de l'empereur fait dans une nation libre. Le Seigneur Masqué dit à ses mages d'attraper Sisbel, sans se soucier de cet invité indésirable. Iska essaie d'intervenir, mais le Seigneur Masqué apparaît et l'attaque. Iska esquive le coup, et le Seigneur Masqué dit que Sisbel ne peut pas s'échapper alors qu'il ne peut pas survivre seul. Iska demande s'il ne pense pas que Sisbel, en tant que princesse, a une raison légitime de discuter avec un soldat impérial. Le Seigneur Masqué secoue la tête, disant que cela n'a pas d'importance, que le simple fait de lui parler est un crime grave qui pourrait le faire renverser. Soudain, un coup de feu retentit, et Jin dit au Seigneur Masqué de se calmer car il est tard et il dérange les voisins. Iska réalise que c'est Jin qui parle, explique qu'il était juste curieux mais s'est retrouvé mêlé à une bande de voyous. Mismus reconnaît le Seigneur Masqué comme celui qui l'a poussé dans le vortex, et il la salue avec un peu d'insolence. Nini aperçoit le soldat droïde et se demande pourquoi l'arme expérimentale de l'empereur est de sortie. L'arme commence à scanner les énergies astrales et enregistre l'énergie de Emelmis. Elle commence à chercher la sang pur, qui est une cible prioritaire, mais est distraite par les mages. Le Seigneur Masqué leur dit de ne pas interférer, et charge vers eux. Sisbel essaie de s'enfuir, mais la machine la poursuit. Le Seigneur Masqué note qu'ils ont un tas d'invités inattendus, mais que cela pourrait leur être utile. Il essaie de bouger, mais Jin lui tire dessus pour l'arrêter. Le Seigneur Masqué dit qu'ils sont là pour attraper la criminelle de la souveraineté et se demande pourquoi les soldats de l'Empire essaient de la protéger. Jin veut juste s'assurer que le capitaine finisse dans le vortex, alors il est prêt à abattre le Seigneur Masqué. Le Seigneur Masqué ordonne à ses mages d'attaquer, et ils déchaînent leur feu et leur glace astrale. Iska se précipite vers la machine pour sauver Sisbel et couper l'attaque. Nen dit à Iska de gagner du temps afin qu'elle puisse l'arrêter avant qu'elle n'envoie ses données. Iska se bat avec acharnement contre la machine. Sisbel demande pourquoi il l'aide alors qu'il a dit qu'il ne pouvait pas être son allié. Iska répond qu'il a ses raisons qu'il n'a pas encore partagées, mais qu'il ne la livrera pas à la machine ni au Seigneur Masqué. Iska appelle Nen et elle dit qu'elle est prête. Elle utilise une commande de tir perçant pour frapper la machine et elle explose. Emelmis et Jin arrêtent de courir et Melmis demande si Nen a causé l'explosion. Jin confirme disant qu'ils doivent se dépêcher de les rejoindre. Le Seigneur Masqué apparaît soudainement derrière lui disant que ce sera lui qui ira. Jin et le Seigneur Masqué se battent et le Seigneur Masqué poignarde la main de Jin, faisant tomber son fusil. Jin tire sur le Seigneur Masqué de sa main gauche, mais heureusement, les preuves pour l'arrestation de Sisbel sont détruites à la place. Le Seigneur Masqué renverse un baril d'essence sur le sol et dit qu'il prévoit de faire ce que leur fondateur a fait il y a un siècle en transformant l'Empire en une mer de flammes. Il ordonne à ses mages d'allumer l'essence.
mais le pouvoir du vent astral de Mismus les arrête. Le Seigneur Masqué réalise qu'elle a obtenu ce pouvoir du vortex et pense que c'est une opportunité de recherche intéressante. Il essaie de s'approcher d'elle, mais Jin lui tire avec colère son masque, essayant de manquer de respect à leur capitaine avec ses mots grossiers. Le Seigneur Masqué décide que cela ne vaut plus la peine de le poursuivre et disparaît. Nini remarque que quelque chose ne va pas avec la machine. La machine coupe sa source d'énergie principale et passe à une source de secours qui la fait briller d'une lumière très vive. Iska commente que l'objet ne ressemble à aucun de ceux qu'il a vus auparavant, et Nen dit que la lumière est trop intense. Elle mentionne qu'elle n'est pas alimentée par l'électricité ou le carburant, et Cispel l'identifie comme de la lumière provenant de l'énergie astrale. Iska dit à Nen de se mettre à couvert, et la machine libère une énorme explosion d'énergie astrale, provoquant une déflagration enflammée. ML Miss et Jin ressentent l'onde de choc et réalisent qu'elle vient de la position d'Iska. La machine se recharge et se prépare à attaquer à nouveau. Nen essaie de la frapper avec sa commande de tir perçant, mais la machine absorbe son attaque. Iska dit à Nen de se regrouper avec Jin et d'aider à évacuer les gens à proximité car la prochaine explosion pourrait être catastrophique. Nen s'en va et Iska charge la machine tandis que Cispel le défend en diffusant une vidéo de tempête de sable pour bloquer ses attaques. Suivant l'indication de Cispel, Iska frappe la machine qui s'éteint alors. De nulle part, la machine éjecte son noyau, révélant une bête catalyseur qui choque Iska. La bête absorbe Cispel, laissant Iska perplexe. Il attaque la bête, mais rien ne fonctionne et il jure de continuer à se battre. Soudain, Alice apparaît et s'en prend à la bête. Elle lui dit de laisser partir sa sœur et ils se précipitent tous les deux sur elle, mais la bête coupe leur pouvoir. Alice réalise que c'est un esprit astral, et Iska s'interroge sur les plans de l'empereur pour cette arme. La bête parle une langue étrange, et Alice explique que c'est la langue des esprits astraux. Elle dit à Iska qu'ils ont une bataille à mener ensemble, lui demandant de faire équipe avec elle pour empêcher la bête de causer plus de destruction. Iska accepte et ils combinent leurs pouvoirs pour repousser les attaques et abattre la bête. La bête disparaît et dépose Cispel dans une orbe. Les grands apôtres rapportent qu'ils ont perdu la trace du signal de l'objet et doivent garder un œil sur Iska, le successeur de l'acier noir. Ils décident de passer à la phase suivante. Alice et Iska se tiennent au-dessus de Cispel, se remerciant mutuellement au même instant. Alice, un peu déconcertée, déclare qu'elle ne souhaite pas se battre contre Iska. Mais plutôt à ses côtés, Cispel se réveille et demande à Alice si elle connaît Iska, car elle est très curieuse de leur lien. Quand Alice nie le connaître, Iska suit son exemple et prétend également ne pas la connaître. Cispel insiste sur le fait qu'ils ne sont pas de simples connaissances et saisit les bras d'Iska, le proclamant le grand chevalier qu'elle désire en tant que reine Nebulus. Alice balbutie, demandant à Iska ce qu'il compte faire, mais il entend ses coéquipiers l'appeler. Il s'élance pour les rejoindre, laissant les sœurs derrière lui, souriant fièrement à son équipe. Rishi rapporte que l'objet déchaîné par les grands apôtres a été vaincu et félicite Iska pour son excellent travail. Son gnome s'enquiert de l'empereur et elle répond qu'il est sorti un instant, probablement pour s'amuser. Elle ajoute qu'ils n'auront pas à attendre longtemps pour en savoir plus sur Salinger. Pendant ce temps, Salinger se tient près d'un arbre observant son blason et affirmant qu'il est là de ce monde, mais Iska éveille son intérêt. Il remarque quelqu'un derrière l'arbre et demande qui c'est. Réalisant que c'est l'empereur, Salinger l'interpelle joyeusement. L'empereur dit à Salinger qu'il a quelque chose d'amusant de prévu. Le Seigneur Masqué arrive à son manoir et Kissing le salue. Il lui dit qu'ils doivent se préparer pour l'élection, car le moment est propice. La reine convoque Elatyr et lui demande si elle a divulgué des informations sur l'emplacement de Cispel, remettant également en question son authenticité. Elatyr esquisse un sourire narquois à la reine. Devant le palais, Rin interpelle Alice.